Salut, bienvenue à Lévisien, Lévisienne, le grand retour de notre podcast pour le Journal de Lévis. Cette semaine, on fait un topo un peu hors série là, où on jase des élections américaines avec Jimmy Jolicoeur, un fier Lévisien là, qui évolue lui dans le monde des communications, mais qui est passionné des élections américaines puis de la politique américaine. Fait qu'on fait vraiment un tour là, d'horizon de l'élection actuelle qui va prendre fin en novembre prochain, puis aussi de l'histoire là, qui a mené à ce format-là, le mode de scrutin. On fait vraiment un beau topo là, sur tout ce qu'est une élection aux États-Unis. Puis dans ce podcast-là, comme je vous dis, on fait vraiment le tour. Jimmy, il y a une formation d'historien, là, fait que vous allez le voir. Il connaît son histoire des États-Unis aussi. On souligne même l'implication de plusieurs Québécois, Canadiens à l'époque qui ont traversé du côté des États-Unis là, pour bâtir ce que les États-Unis sont aujourd'hui. Là-dessus, je vous laisse découvrir ça. Avant de vous laisser, je veux remercier notre partenaire qui est le groupe Garneau là, qui nous prête cette belle salle-là où on enregistre. Là-dessus, je vous souhaite bonne écoute, puis je vous souhaite une bonne journée. Salut! Donc, bonjour et bienvenue à tous à Lévisien, Lévisienne, le podcast du Journal de Lévis. Cette semaine, on embarque dans une version hors série où on va parler des élections américaines. C'est pourquoi aujourd'hui, je reçois Jimmy Jolicoeur, passionné de la politique américaine. Jimmy, d'abord et avant tout, explique-moi t'es qui? Je sais que t'es un fier Lévisien. On se connaît bien parce qu'on a collaboré dans nos fonctions respectives, mais parle-moi un peu de toi. Merci de l'invitation. Oui, c'est passionné de politique américaine, pas spécialiste. J'ai pas étudié là-dedans. J'ai étudié en Sciences Po, oui, mais je suis lévisien, père de 3 lévisiennes. Implanté à Lévis, originaire de Pintendre. Donc, il y en a qui étaient... J'étais un gars de Pintendre, j'étais un gars qui fait partie de la gang des gars de Pintendre. J'habite maintenant à Lévis. Je fais fait une trentaine d'années, je fais des relations de presse, relations publiques. Donc, je travaille avec des Alexandre de ce monde, avec des Eric, avec des Catherine. J'accompagne des entreprises, j'accompagne des organismes. Je suis membre du conseil d'administration du grenier alimentaire à Lévis, donc je suis très impliqué. J'essaie de m'impliquer le plus possible dans ma communauté. C'est une maudite belle ville. C'est une maudite belle ville, une belle communauté. J'aime beaucoup Lévis. Puis je le dis, là, c'est la plus belle ville au monde. Pourquoi? Mais parce qu'on a Québec en pleine face. Donc, on est assis sur le quai Paquette, on a une petite bière dans les mains, puis on a le château Frontenac en pleine face. Et ça, là, il y a bien des villes qui se feraient arracher un bras pour avoir le look qu'on peut avoir. En plus, on a un fleuve extraordinaire. Donc, tout ça pour te dire, passionné de politique américaine. J'ai étudié en histoire, je suis historien de formation. J'ai fait un second cycle en sciences politiques. C'est mon domaine, donc si vous me dites, ouais, mais tu n'as pas étudié en com, non, j'ai jamais étudié en com de ma vie, mais ça arrive. Dès le début de ma carrière qui a eu lieu au début des années 90, il n'y avait pas de job, donc on allait où il y avait de la job. Il y avait de la job en com. Et par le fait même, j'ai comme trouvé ma niche, j'ai trouvé mon X, et depuis ce temps-là, je travaille avec les gens du Journal de Lévis, avec tous les médias du Québec. Je positionne des activités, des entreprises, des nouveautés. J'attire l'attention des médias sur des questions, et je suis aussi, depuis la création du Registre des lobbyistes du Québec, je suis inscrit au Registre des lobbyistes du Québec. J'accompagne des entreprises auprès des donneurs d'ouvrages, des donneurs d'ordre gouvernementaux. Donc, c'est un peu ce que je fais. Tu as une grande passion pour la politique X. D'anciens emplois également que tu as pu être, dans lesquels tu as agi.
Mais la politique américaine, Oui. ça vient d'où, cette passion-là? Cette passion-là, moi, j'étais au baccalauréat à l'Université de Sherbrooke en 1992 et il y avait une élection, c'était le 41e président des États-Unis. C'était George Bush père, qui était plate, mais qui était boring comme ça se pouvait pas. George Bush père avait été le vice-président de Ronald Reagan. Donc, on venait de sortir des années Reagan. Il y a eu un premier mandat de George Bush père. Et habituellement, à cette époque-là, un président des États-Unis, c'était 2 mandats. C'était quasiment automatique. Donc, George Bush père s'en allait vers un second mandat. Et le Parti démocrate, par la force des choses, a eu un jeune candidat qui était gouverneur de l'Arkansas, qui avait gagné les primaires et qui était, ma foi, vraiment weird, là, vraiment spécial, avec un accent du Sud. Il y avait une aura autour de lui, il y avait des rumeurs autour de lui, et il avait été chercher un colistier qui venait du Tennessee, qui s'appelle Al Gore. Je parle de Bill Clinton. Je l'ai vu en débat à la télévision en 1992, et pour ceux qui suivent la politique américaine, c'est un débat où George Bush, en plein milieu du débat, a regardé sa montre pour dire quand est-ce que ça finit, ce débat-là. Et Bill Clinton avait repris la balle au bon en disant avez-vous un autre endroit où aller après, là? Vous avez l'air pressé, Monsieur le Président. Et à partir de ce moment-là, Bill Clinton a ramassé toutes les réponses un peu non complètes du président Bush. Et là, je me suis dit, qui c'est ça, ce gars-là? Parce qu'il était pas supposé gagner, là. Mm-hmm. Il était vraiment pas supposé gagner. C'était supposé d'être l'élection de préparation pour la suite. Parce que souvent, on prépare les élections 4 ans d'avance, 8 ans d'avance. Mais là, il y avait 2 jeunes. Ils rentraient sur scène. Il y avait une toune de Fleetwood Mac qui chantait. Bill Clinton avait un accent du Sud, mais ça avait pas de bon sens. Puis je lui disais, wow, qu'est-ce que c'est ça, cette machine-là? Puis au Québec, au Canada, on avait des politiciens, on avait Brian Mulroney, on avait Brian Mulroney qui était en fin de mandat, en fin de... Mais moi, je me disais donc... Et c'est à partir de ce moment-là que la politique américaine est devenue, m'a gobé ou m'a aspiré. Et là, je me suis mis à lire tout ce qui me tombait sous la main. À l'époque, j'étais à Sherbrooke, donc j'étais proche des États, de certains États des États-Unis. On était sur la frontière de Stansted. D'ailleurs, la fin de semaine, souvent, on traversait aux États-Unis pour aller manger au restaurant, aller jouer au bingo, aller acheter du Mountain Dew, puis revenir au Québec. Ben, c'est ce qu'on faisait. Puis là, je me suis dit, OK, faut... Et j'avais des professeurs en histoire et en sciences politiques dans la faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Sherbrooke qui étaient des spécialistes de la politique américaine. Gilles Vandal, qui avait fait son doctorat à William & Mary. Et là, j'allais les voir à tous les jours, je m'informais à tous les jours, j'en suis devenu peut-être même un peu tannant. Mais et une des choses, d'ailleurs, c'est ce qu'on m'a dit, c'est que j'ai compris le système politique américain, qui est complètement différent du nôtre, là. Si on part de notre système politique puis on essaye de comprendre le système politique américain, ça va pas bien. Mm-hmm. On peut être mêlé, puis mêlé vraiment comme un jeu de cartes. Donc, de là, moi, j'ai appris, j'ai lu, je me suis fait une tête, et là, il y a aussi l'idée de la source d'information. Donc, je me suis branché sur plusieurs sources d'information. Aux États-Unis, contrairement au Québec, ou en tout cas, contrairement au Canada, mais c'est peut-être moins apparent. Aux États-Unis, les médias sont teintés par les partis politiques. Donc, c'est de savoir si tu regardes Fox News, ben il y a un penchant républicain, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, si tu regardes CNN, c'est un peu plus au centre. Et là, je me suis informé, j'ai lu tout ce qui me tombait sous la main, et là, je suis tombé en amour avec la politique américaine. On a des élections qui se terminent le 5 novembre prochain. Tout à fait. Donald Trump contre Kamala Harris. Oui. D'abord, avant qu'on se lance dans ce sujet-là, dans ces 2 candidats-là, parle-moi un peu du mode de scrutin, justement, américain. Qui est... Avant de parler du mode américain, ce que je veux dire, c'est que on est des Québécois. Ouais. On est des Français d'origine, mais là, on a eu un mix de sociétal complet au Québec. Mais on a toujours une fibre, on a un intérêt pour les États-Unis. On a toujours
peu importe le Québécois, la Québécoise, qu'il vienne d'ailleurs ou qu'il est originaire des deux grandes nations fondatrices, on a un intérêt. Pourquoi? Bien, parce que c'est notre voisin. Ouais. C'est notre voisin, et ce, depuis toujours. Puis on a fait de la business avec lui depuis toujours. À l'époque des 13 colonies britanniques qui ont créé les États-Unis d'Amérique, on faisait déjà de la business avec eux autres. On était déjà dans le domaine du bois avec eux, dans le domaine du charbon avec eux. On était déjà dans les produits agricoles avec eux. Donc, et en plus, les États-Unis, il y a 50 États aux États-Unis. Et à la création de ces 50 États aux États-Unis, il y a toujours un Québécois, une Québécoise qui traîne là. Toujours, toujours, toujours. Le premier maire de Los Angeles, c'est un dénommé Junot, qui venait de Boucherville. Et ainsi de suite. Et là, moi, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que je vous donne un exemple. C'est l'exemple que je donne souvent. Donc, on est en 1840, 1850, 1860, peut-être même avant. On est sur une grosse ferme à Saint-Michel-de-Bellechasse ou à Lévis ou à Saint-Nicolas, et grosse famille. Il y a 14 enfants dans cette famille-là. Le premier fils ramasse la terre, va hériter de la terre et de la ferme. Le deuxième fils va travailler pour le premier fils. Le troisième fils va peut-être se trouver un métier comme forgeron, cordonnier, magasinier, peu importe. Le quatrième fils, ben, on va avoir ramassé des sous pour qu'il devienne curé. Okay. Mais là, le cinquième, sixième, septième fils, à part de devenir travailler pour leurs frères plus vieux, puis d'aller dans les chantiers l'hiver, ils n'ont pas d'avenir tant que ça au Québec. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Bon, ils s'en vont dans le chantier, ils se ramassent un 100$ clair, ils arrivent au printemps, puis là, ils se disent, bon, ben là, moi, je passe tout droit, puis je m'en vais direction vers le sud. Pourquoi vers le sud? Parce que tout est ouvert au sud, là. Tout est ouvert, il y a des terres de disponibles. Il faut juste que tu t'implantes. C'est tout. Puis au sud, est-ce qu'on parle anglais et français? Non, on parle plein de choses. Pourquoi? Ben parce qu'il y a plein de monde qui viennent de plein de places, qui viennent au sud. Donc toi, là, tu pars de Saint-Nicolas ou de Saint-Michel, tu as 21 ans, 20 ans. Là, tu te ramasses à Boston. À Boston, tu croises d'autres Québécois, d'autres... là, tu travailles un peu. Là, je vais aller faire un tour à New York. Là, tu vas faire un tour à New York, puis là, oups, tu rencontres une belle Prussienne aux yeux bleus et aux cheveux blonds qui parle allemand, ou qui parle prusse, mais qui parle allemand, et qui vient de débarquer, elle aussi, aux États-Unis. Pourquoi? Mais parce qu'il y avait un programme où il y avait une lutte de terre, où il y avait une famine, où il y avait une crise économique en Allemagne. Ils ont rempli un bateau, ils sont arrivés, ils ont passé en avant de Ellis Island. Ils se sont installés à New York, mais là, toi, tu tombes en amour avec une belle Prussienne aux yeux bleus, aux cheveux blonds, puis là, tu reçois puis il y aurait peut-être des terres à donner en Iowa. Là, toi, tu parles anglais so-so, elle parle... Là, à un moment donné, vous réussissez à vous entendre, et là, vous dites, OK, on s'équipe un chariot, on s'en va en Ohio ou en Iowa, puis on s'installe sur une terre, puis on fait des bébés. Bien ça, c'est les États-Unis. C'est les États-Unis. On va dans le sud des États-Unis, une des principales chanteuses country s'appelle Marlene Daigle. Tu lis ça, puis tu fais comme, oh, c'est Marlene Daigle? Ouais, c'est ça. Oh, là, puis là, tu te rends compte que Marlene Daigle, OK, elle vient de Gaspésie. La grand-mère à Madonna, c'est une femme qui venait de Montréal. Donc, à un moment donné, si tu cherches, tu trouves. C'est sûr sur ça. Des fontaines aux États-Unis, il y en a une chier. Il y en a une gang, là. Des fontaines, mais c'est des fontaines. Donc, à un moment donné, des gravel. Encore, là, des gravel, des beaux séjours. Bon. Donc, il y a tout ça pour te dire que dans tous les États des États-Unis, que ce soit le Montana, que ce soit New York ou le Vermont, qui est limitrophe avec le Québec, il y a eu 1 million de Québécois et de Québécoises sur une période de 60 ans qui ont descendu vers le sud. Pourquoi? Bien, parce qu'il y avait une faillite technique au Québec. D'où la création du mouvement Desjardins en 1900, pour avoir un peu de crédit, un peu... Mais sur une période de 50 ans, 60 ans, il y en a 1 million. Donc, si le 1 million était resté au Québec, on serait le double de population au Québec. Donc, tout ça pour te dire qu'il y a ça. Il y a ça qui... Puis là, je parle même pas de la guerre civile qu'il y a eu en 1860. Il y a eu près de 30 000 Québécois qui ont fait la guerre civile et qui étaient dans l'armée
d'Union, l'armée d'Abraham Lincoln. Oh, ouais. Ben oui, pourquoi? T'es le 6e frère d'une famille de 14. Puis tu peux peut-être avoir un 10-12 piastres par mois si tu vas faire la guerre aux États-Unis. Bon, tu dis, moi, et d'un, je connais tout le monde ici. Et de deux, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. J'ai pas le goût de travailler pour mon frère. Bon, on va... Puis il n'y a pas une scène. Il n'y a pas une scène qui bouge. Il y a juste du troc. J'ai pas vu de l'argent sonnant depuis un bout de temps. Bon, aller faire un tour aux États-Unis. Là, il arrivait à Boston. Là, à Boston, il réussissait à écrire le nom. Puis that's it. Là, il se ramassait, puis il était sous les ordres de Truman ou sous les ordres de Ulysse Grant. Land of the free. Hein, Yeah, complètement. C'est que l'idée, c'est que tu peux... D'ailleurs, une des séries que je propose à tous et à chacun, c'est 1883, qui est l'origine de Yellowstone. C'est carrément ça, là. C'est carrément ça. C'est des grandes lignées de chariots qui font 6, 8 mois, 12 mois dans un sens. Puis, parce que là, aux États-Unis, c'était si tu es capable d'occuper le sol devient à toi. Mais il faut que tu l'occupes. Donc, il faut que tu construises une cabane, puis il faut qu'il y ait du feu dans la cheminée. Ça, c'est... Puis il faut que tu aies une parcelle de terre et tout ça. Puis ça, là, si tu es capable de faire ça, est à toi. Imagine-toi. Tu es en Prusse, tu es au Québec, tu es peu importe dans un endroit dans le monde où il y a une famine, où il n'y a pas une scène, l'Irlande, où les Irlandais n'étaient pas propriétaires de l'Irlande. Donc, qu'est-ce qu'ils font? On s'en va quelque part. Est-ce qu'on a une chance de mourir en chemin? Oui, mais on a une chance que ça marche. Puis ça a marché dans bien des cas. Donc, tout ça pour te dire pourquoi on a un lien viscéral, là. Les États-Unis, on aura beau dire les mots des Américains. Non, les Américains, c'est beaucoup nous. Puis là, je parle même pas des Beaucerons qui ont à peu près... Toutes les familles Beauceronnes ont tous et toutes des gens, des mononcles, des matantes, des cousins à Woonsocket, au Massachusetts. Tout le monde en a. L'exemple que je donne, c'est que la Rosanna Vachon, qui a créé les gâteaux Vachon, elle a créé les gâteaux Vachon pour ramener ses 2 fils qui étaient à Détroit. Ah ouais, hein? Elle a acheté une pâtisserie, puis elle a acheté une boulangerie puis une pâtisserie, elle a fermé la boulangerie. Puis le but ultime, c'était pas tant, c'était faire des sous, c'était de créer des gâteaux puis d'en vendre. C'était surtout de rapatrier ses 2 fils qui étaient dans la région de Détroit pour venir retravailler à Sainte-Marie. OK. Les 2 fils avaient quitté Sainte-Marie, pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien à Sainte-Marie. Puis c'est la bonne femme qui a dit, « Venez-vous-en les boys, on va créer quelque chose. » Et là, c'est les gâteaux Vachon, les gâteaux de Joe-Louis qu'on mange. Ouais. Donc, c'est pour ça que je vais vous dire, là, il y a quelque chose d'intrinsèque. Ouais. On va au centre-ville de Détroit, puis ça parle français. La ville de Milwaukee, là, jusqu'à 1914, ça parlait allemand. Ah ouais, hein? Pourquoi? Ben parce que, je vous donne un exemple. Anheuser-Busch, toute la Coors Light, la bière Coors, c'est originaire de la région de Milwaukee. L'équipe de baseball s'appelle les Brewers de Milwaukee. Pas pour rien, là. Donc, mais pourquoi? Mais parce que c'était une ville allemande. C'était des Allemands et des Québécois qui avaient créé la ville de Milwaukee. Mais tout ça aussi, ça nous fait, au final, un pays franchement différent d'une place à l'autre, là. Complètement. 50 États, 50 manières de voir la politique, 50 manières de faire de la politique, 50 manières d'organiser une élection. Au Québec, c'est le directeur général des élections qui organise l'élection. Au Canada, c'est Élections Canada. Qu'on soit à Vancouver, en Nouvelle-Écosse, qu'on soit à Saint-Jean-de-Terre-Neuve ou à Sainte-Foy ou à Lévis, c'est Élections Canada qui gère l'élection de manière pareille, là. Les procédures sont pareilles partout à travers le Canada. Aux États-Unis, c'est pas ça. Aux États-Unis, toute l'élection présidentielle, tout l'élection présidentielle est organisée par l'État. Donc, dans des États, c'est du vote électronique. Dans d'autres États, c'est du vote sur papier. Dans d'autres États, c'est encore avec des poinçons. Il y a des États qui rouvrent leur vote dans 2-3 jours. Il y a des États qui rouvrent leur vote exclusivement la journée même. C'est 50 manières de faire des élections qui donnent les représentants
qui donne les 435 représentants, qui donne les 100 sénateurs et la présidence. C'est 100 manières. Donc, c'est pas élection USA. C'est élection Maine, élection Pennsylvanie, élection Wisconsin. Et avec toutes les différences du monde, là. Avec toutes les différences du monde. Mais c'est ça. C'est ça, les États-Unis. Puis, à un moment donné, il ne faut pas dire, ouais, mais là, ça n'a pas de bon sens. Non, ça a du bon sens. C'est juste qu'on ne peut pas dire, nous, que ça n'a pas de bon sens. On n'est pas dans ces souliers-là. Là. Puis, autre chose, juste, excuse-moi, Alexandre. Non, nous, là, si on paye des taxes, si on paye des impôts, on est automatiquement sur la liste électorale. Et si on n'est pas sur la liste électorale, on a 3-4 semaines avant l'élection pour s'inscrire. Eux autres, aux États-Unis, à chaque élection, il faut qu'on s'inscrive sur la liste électorale. Donc ça, c'est la problématique. Les sondages disent, 45, 43, oui, mais là, il y a combien de monde qui sont inscrits sur la liste électorale? Puis s'inscrire sur la liste électorale, c'est pour certaines communautés, les communautés afro-américaines, communautés d'immigrants légaux, de s'inscrire sur la liste électorale, ça peut être difficile selon les États. Mais c'est l'obligation de s'inscrire sur la liste électorale. Il faut que tu fasses le mouvement de t'inscrire en disant « Je veux voter le 5 novembre ». Nous, c'est automatique. Nous, c'est automatique. Puis si ça ne l'est pas, on fait un petit changement, on rencontre les gens au bureau du... fini, c'est fall ball. Les autres, c'est pas ça. C'est à chaque... D'où, souvent... on le dit, là, il y a deux choses qui sont importantes aux États-Unis. C'est l'argent que tu ramasses pour faire ton élection et le nombre de personnes qui étaient capables de faire inscrire sur ta liste. Puis de la façon que le scrutin fonctionne, de ce que j'en comprends, les gens vont voter, mais au final, c'est un nombre de grands électeurs qui ont été déterminés, qui, eux, vont donner le vote qui a un poids. Tout à fait, tout à fait. Il y a 538 grands électeurs. Bon, on ramène un petit peu. En 1776, il y a eu une guerre civile, une guerre d'indépendance aux États-Unis. Donc, il y a eu la guerre d'indépendance. Encore là, beaucoup de Québécois se sont intégrés dans la guerre d'indépendance. Lafayette est venu appuyer avec des forces françaises, George Washington. Il y a eu Et là, les principaux pères fondateurs des États-Unis ont créé une constitution. Ont écrit une constitution qui est venue 11 ans plus tard. Donc, Thomas Jefferson, le principal rédacteur. Et de cette constitution-là, c'était « We the people »,« la pursuit of happiness », « Nous, le peuple, on poursuit ». L'idée, c'est d'être heureux. Mais plus que ça, c'est qu'on a géré le fait qu'on donne un certain pouvoir à la population, mais on ne leur donne pas tout le pouvoir à la population. Je m'explique. C'est que dans l'État de Californie, c'est le Parti démocrate qui va gagner, c'est Kamala Harris qui va gagner, mais même si elle a 80 % du vote, elle aurait juste besoin de 51 % du vote. Puis le 30 autres %. Donc, l'idée, c'est que dans chacun des États, il y a 538 grands électeurs. Il y en a 3 par État minimum. Les autres, il y a des grands électeurs. Il y a plus. En Californie, il y a 55 grands électeurs. Je pense que c'est l'État où il y en a le plus. Il y a le plus. Ouais, c'est ça. C'est winner take all. Le gagnant, à la majorité, ramasse tous les grands électeurs. Donc, il faut que le président ait cherché 270 grands électeurs et plus pour gagner l'élection. Ce qui fait que ça donne des élections un peu particulières. En 2016, Hillary Clinton, elle a eu 2 700 000 votes de plus que Donald Trump. Puis Donald Trump a été le président des États-Unis. Pourquoi? Bien, parce qu'elle a eu ses votes en Californie, elle a eu ses votes dans l'État de New York, elle a eu ses votes dans l'État du Colorado, dans l'État de Seattle. Où plus d'électeurs vont aller voter. C'est ça, où il y a plus d'électeurs qui vont aller voter pour... Qui a eu plus d'électeurs, mais qui en ait 1 de plus, 100 de plus, 50 de plus, on s'en fout. Elle avait tous les grands électeurs quand même. Et c'est pour ça qu'on parle souvent de swing state, des États très... Parce que là, la Floride, c'est le 3e plus gros électeur. Ça va être du côté de Donald Trump, la Californie. Mais là, c'est des plus petits États. C'est la Pennsylvanie, le Wisconsin. On parlait de l'Iowa. Tu sais, l'Iowa, là, c'est 800 000 de population. Là. C'est plus petit que la ville de Québec. Là.
Et il y a quelque chose de particulier là. C'est un État des États-Unis. C'est un État des États-Unis. Bon. Et là, c'est au total tout. C'est au total tout parce qu'il y a certains États, malgré le fait qu'ils ont 12 grands électeurs, qu'ils ont 9 grands électeurs, le Delaware, il y en a 3 ou 4, ils deviennent importants pour aller chercher la majorité de 270. Pourquoi? Mais c'est parce que c'est là qu'on gagne l'élection. C'est souvent là qu'on gagne l'élection. Et c'est pour ça qu'on sait une journée, 2 jours, 3 jours après qui a gagné l'élection. Puis c'est là que les grands réseaux, qui a gagné l'élection présidentielle, et c'est là que les grands réseaux annoncent le gagnant. Puis je me souviens que, bon, l'élection avait eu lieu le lundi, il y a 4 ans, et la confirmation confirmée, c'était le samedi matin suivant. Ouais, hein, c'est vrai. Le samedi matin suivant, et on voyait Joe Biden qui avait appelé Kamala Harris sur son téléphone cellulaire, Kamala Harris qui faisait son jogging, puis Kamala Harris qui disait « On l'a eu, le we did it, on l'a eu, on l'a eu ». Et ça, il y a eu une confirmation là, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Après ça, il y a eu le 6 janvier où il y a eu une émeute, et ainsi de suite. Mais l'élection, quelque part 6, 7, 8 jours après, il y a une confirmation d'élection. Et là, il y a le président élu, il y a le président des États-Unis et le président élu. Le président élu se monte une équipe, travaille pour monter son équipe, son cabinet, ses conseillers, tout ça. C'est 100 000 conseillers. Hein. Le président des États-Unis a une équipe d'à peu près 12 personnes autour de lui, entre 12 et 15 personnes, qui ont des rangs militaires, by the way. Là. Les équipes autour des présidents deviennent aussi... n'obtiennent pas un rang militaire, mais lorsqu'ils rentrent dans le côté sécuritaire, obtiennent un rang militaire. Okay. Donc, ce que je veux dire, c'est que côté sécurité, tout ça, les 12, 13, 14 conseillers, counselors, là, les principaux, rentrent dans un organigramme. Et après ça, il y a le passage, quelque part à la fin janvier. De la présidence, et là, il y a la mise sur pied du premier 100 jours qui est important aux États-Unis. Ce qui est intéressant, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, les États-Unis ont été créés d'une guerre d'indépendance. Ce qui fait que lorsqu'on a créé la Constitution, le système politique américain, on a tout fait pour qu'il n'y ait plus jamais de roi, d'empereur ou de grand chef ou de peu importe comment on va le nommer. Ce qui fait qu'on a décidé qu'il y aurait, ça deviendrait une ultra-démocratie. Que tous et chacun se devraient de se faire élire aux États-Unis. Donc, il y a le président qui se fait élire pour 4 ans, le premier lundi de novembre aux 4 ans. Il y a tous les représentants. Les représentants sont 435 représentants. Les représentants, selon la population de l'État. Donc, il y a plus de représentants en Californie qu'il y en a dans le Maine. OK. Il y en a 435. Eux autres, ils se font élire aux 2 ans. Donc, le 6 novembre 2024, le lendemain de l'élection, eux autres, ils tombent déjà en élection. Ouais. Ils sont déjà en train de ramasser des sous pour leur élection dans 2 ans. Donc, il y a 435 représentants et il y a le tiers du Sénat qui est en élection. OK. Aux 2 ans. Le Sénat, c'est 100 sénateurs, 50 États, 2 sénateurs par État. Que ce soit le Vermont ou la Californie, 2 sénateurs par État. Okay. Donc, ça, c'est une espèce d'équilibrage. Ça, c'est le Congrès, la Chambre des représentants, le Sénat, 100 sénateurs, 435 représentants, qui sont en élection presque perpétuelle. Après ça, il y a le maire, il y a le gouverneur, il y a le procureur, il y a le bulletin de vote en Californie, le 5 novembre prochain, va mesurer 4 pieds. Un petit peu moins de 4 pieds. Bien là, en plus, on pourrait mettre des référendums sur l'avortement, des référendums sur l'environnement, des référendums. Donc, tout est gage d'élection aux États-Unis. Tout est gage complètement d'élection. Ce qui fait que les gens doivent s'inscrire sur la liste électorale, mais quand ils vont voter, bien, c'est un moment, là. C'est un moment. Ça peut être long, ça peut être ardu, ça peut être... Et lorsqu'on fait des sondages, bien, ça... Mais là, dans un État, tous les représentants sont en élection. Il y a le tiers du Sénat qui est en élection, le président est en élection, le gouverneur est en élection. À la télévision, là,
Les blocs de publicité sont extraordinaires. C'est sûr. D'où l'argent. Le principal nerf de la guerre aux États-Unis, c'est l'argent. Mhm. Et chacun des deux grands partis pour l'élection présidentielle va investir $1 milliard et plus. Chacun des deux partis. C'est fou, hein? C'est complètement fou. Mais là, on ne parle pas de l'argent du représentant que le représentant a ramassé aussi. Non, c'est ça, ouais. On parle de 4 milliards, 5 milliards de dollars pour l'élection. En publicité, en organisation. Ça, c'est une des choses. Le Parti démocrate et le Parti républicain ont, dans chacune des grandes villes des États-Unis et même dans les petites villes des États-Unis, des bureaux. Ils ont installé des bureaux pour faire inscrire les gens sur la liste électorale, pour faire sortir le vote. Et donc, dans n'importe quelle petite ville des États-Unis, il y a un bureau avec 3, 4, 5, 6 travailleurs, employés du Parti républicain. Et ça coûte cher. Ça coûte cher, sans bon sens. C'est sûr. Sans bon sens. Il faut bien comprendre que tu parlais tout à l'heure que j'avais travaillé en politique. Des organisateurs politiques, des stratèges politiques aux États-Unis, c'est une job à temps plein. C'est une job à temps plein. Puis d'ailleurs, tu te fais acheter pour tes compétences. T'es républicain, t'es démocrate, tu peux pas sauter d'une famille à l'autre, mais t'es en élection, tu veux gagner un poste de sénateur, t'es dans le Maine, mais tu vas appeler un tel qui a déjà fait... Ça fait partie c'est comme une crowd de personnes qu'on appelle, des hommes et des femmes, et qui font ça à vie, et qui font ça à l'année, parce qu'il y a des élections tout le temps aux États-Unis. C'est ça, c'est qu'on voulait tellement pas qu'il y ait un roi que on s'est organisé pour qu'il y ait plein d'élections. Donc ça, et encore là, plein d'élections organisées par chacun des États. Plein d'élections organisées différemment, d'un État à l'autre, puis puis je le dis souvent, là, ce sont les États-Unis d'Amérique. Donc, c'est 50 pays différents, unis dans un seul pays. Ouais. Puis c'est carrément vrai, là. Je donne l'exemple souvent, il y a l'équivalent, au Québec, on est entre 10 et 12 millions de population. Aux États-Unis, il y a 10 millions de personnes qui se reconnaissent comme étant créationnistes. Créationnistes, là, ça, c'est que Dieu créa le monde en 7 jours et se reposa le dimanche. Il y a des gens en 2024 qui croient ça comme dur comme fer. Oui, mais dans les prairies canadiennes aussi. Aussi, complètement. Donc, tout ça pour te dire que... Puis c'est pas du monde imbécile, là. Ouais. C'est pas du monde imbécile. D'ailleurs, ça, c'est une des choses, on pourra arriver là-dedans. Nous, vu du Québec, vu du Canada, vu de Lévis, on regarde Donald Trump, on se dit, ça se peut pas que quelqu'un vote pour lui. Ben oui. Ben oui. Puis ils sont pas cons, là. Et de un, on n'est pas dans leur bottine. Et de 2, on n'est pas dans leur compte de taxes. Puis de 3, ben il y a des choses qui... Parce qu'aux États-Unis, il y a un dédain, ou il y a un manque d'amour envers l'élite américaine, l'élite de Washington. Puis Donald Trump, nonobstant le fait qu'il n'y a pas d'allure, oui, il n'y a pas d'allure, mais il est capable de représenter celui qui se bat contre l'élite. Puis là, vous me direz, ouais, mais là, il y a la Bible Belt, là, toute la ceinture religieuse du sud des États-Unis qui vote pour Donald Trump, qui s'est divorcé 3 fois, qui a fait des enfants à 3 femmes, en tout cas, ce que l'on sait. Oui, c'est ça. Mais d'ailleurs, allons-y dans Trump, là, avec tout ce qui s'est passé jusqu'à temps qu'on officialise sa candidature pour les Républicains à titre de candidat présidentiel. Comment c'est arrivé que ce monsieur-là revienne à cette place-là quand, autant du côté démocrate, mais surtout à l'interne des Républicains, on était très divisés sur sa candidature, là. Complètement. Et il y a eu une désorganisation du Parti républicain. Le Parti républicain, là, ça, je le donne en 1000, c'est le parti le plus proche du Canada, le plus proche du Québec. Philosophiquement parlant, c'est le parti avec lequel le Québec et le Canada ont eu le plus de facilité à faire de la business. Eisenhower, Ronald Reagan qui a signé avec Brian Mulroney l'entente de libre-échange.
On a toujours eu un lien particulier avec les républicains. Et là, pourquoi Donald Trump a été capable de passer à travers? Il y a eu une désorganisation et il a pesé sur les bons boutons au bon moment. Puis oui, tu as tout à fait raison sur le fait que le Grand Old Party, le Parti républicain, est complètement... et de un, si Donald Trump ne gagne pas l'élection le 5 novembre, le Parti républicain est dans la dèche pour au moins une dizaine d'années. Il va falloir qu'il se réorganise. Il n'y a plus de plateforme électorale. Il n'y a plus de plateforme électorale du Parti républicain. Mm-hmm. Puis pourtant, c'était le parti. Puis encore là, n'oublions jamais, dans les années 40, 50, c'était le parti qui était contre l'esclavage, en tout cas, qui était pour le développement des droits des Afro-Américains. Et là, il y a eu un changement inverse. Dans le sud des États-Unis, ceux qui étaient contre, qui étaient pour la ségrégation, c'était des élus démocrates. Mm. Il y a eu un changement de... Et là, Donald Trump a fait du Parti républicain, puis ça, tu as raison à savoir comment il a réussi à faire ça. Il va falloir qu'il y ait des livres qui s'écrivent, là. Il va falloir qu'il y ait des livres qui s'écrivent, parce que, vu de l'extérieur, c'est incompréhensible qu'un parti aussi puissant, aussi fort, aussi intégré dans la vie des Américains puisse avoir été volé à ce point-là, avoir été kidnappé à ce point-là. Parce que c'est vrai que on regarde ça et on fait comme, ben voyons donc. Donald Trump, J.D. Vance, le sénateur qui est son colistier pour devenir vice-président des États-Unis. Wow! Mais ils ont des tribunes. Ils ont des tribunes. Puis c'est drôle parce que j'ai rencontré des gens du sud des États-Unis avec un de mes clients. C'est un sujet qu'on ne va pas là. On ne va pas là du tout. Mais tu sens qu'ils vont voter pour Trump, mais tu ne vas pas là. Puis ils ne sont pas cons. Là, tu te dis, ça doit être des imbéciles heureux. Pas pantoute. C'est juste qu'ils ont une manière de voir la situation, une manière de voir la chose. Et là, on me pose la question souvent en disant, oui, mais est-ce qu'il va mettre la démocratie en jeu? Est-ce que, avec l'avenue avec tous les commentaires qu'il fait, là, la déportation des immigrants, la première journée qu'il va rentrer en pouvoir, en fonction, il va être dictateur juste pour une journée. Il dit que Viktor Orban, que Poutine sont des génies. Là, tu fais comme, wow, j'ai un questionnement. J'ai un grand questionnement par rapport à est-ce que la Constitution des États-Unis, le système démocratique américain, va être capable de subir une seconde fois Donald Trump? Parce que là, on comprend qu'il est beaucoup mieux organisé que la première fois, là. Ouais. Que ce soit tous les travailleurs d'élection. Il est beaucoup mieux qu'en 2016. Les gens qui sont autour de lui, le projet 2025, là, l'espèce de projet 2025, c'est des fous raides, là. Oui. C'est des fous raides. Ça, c'est Heritage Foundation qui a mis de l'argent pour créer ça. C'est hallucinant. Ils veulent mettre 40 000 fonctionnaires dehors la première journée de l'élection et ils veulent que ce soit le président qui choisisse les 40 000 qui vont les remplacer. Donc, c'est complètement fou. Est-ce que la Constitution et la démocratie américaine va être capable de subir, de tenir le coup? Ouais. C'est un questionnement que j'ai. Ceci étant dit, je le dis, là, c'est pas la première fois que le système démocratique ou la Constitution américaine elle n'est pas bafouée, mais elle est brassée, là, elle est secouée. Il y a eu une guerre civile aux États-Unis, là. Ouais. En 1860, le président des États-Unis a déclaré la guerre à une dizaine d'États des États-Unis. Il y a eu entre 600 000 et 900 000 morts américains parce qu'il y avait des Américains qui tuaient des Américains. Pour des Canadiens, c'est complètement fou. C'est complètement fou. C'est une guerre civile. Il y a ça. Et de un. Et de deux, au tournant de la grande crise économique de 29, il y avait 75 % de la population, au Québec, au Canada aussi. Au Québec, on s'en est sorti un petit peu mieux parce qu'on est un pays agricole. On pouvait manger ce qu'on semait, puis mais aux États-Unis, en plus de ça, aux États-Unis, il y avait eu des grandes sécheresses. Il y avait 75 % de la population, non pas qui était pauvre, mais qui n'avait plus une scène.
Ça peut brasser ouais, une constitution vraiment. solide, là. Mhm. Tu sais, le mouvement communiste là, a été très, très fort à cette époque-là aux États-Unis. Puis là, on parle même pas des manifestations contre la guerre du Vietnam. C'est pas très loin, là. C'est dans les années 60, 70. Il y a eu des manifestations avec des morts sur les campus universitaires, là. Et c'est aux États-Unis. Je veux pas dire que c'est ce qui va arriver. Non. Mais ce que je vous dis, c'est que la Constitution américaine a déjà été brassée, solidement brassée, là. Puis elle a toujours tenu le coup. Elle a toujours tenu le coup. Ouais. Elle a toujours tenu le coup. Est-ce que là, je profite de malheur ou je vois trop avec des lunettes rondes? Je ne le sais pas. Mais ce que je dis, c'est que c'est pas la première fois que... La guerre civile, là, je vous le dis, là, il y a 30 000 Québécois qui ont fait la guerre civile en 1860, guerre civile qui a duré 4 ans. Abraham Lincoln a été tué dans un théâtre pas longtemps après. Une guerre... c'est des Américains qui tirent sur des Américains. C'est des officiers de l'armée qui tirent sur des officiers de l'armée avec lesquels ils avaient fait leur formation à Annapolis, là. Au collège d'Annapolis, au collège militaire. À un moment donné, tu fais comme... Wow. Puis par après, il y a eu des amnisties. Il y a eu la reconnaissance, c'est le 14e amendement, la reconnaissance des Afro-Américains. Il y a eu la... Mais ça a passé serré, mais ça a passé correct. Pourquoi? Mais parce qu'il y a eu des hommes et des femmes de bonne volonté qui ont dit... D'ailleurs, c'était une des premières constitutions écrites, la Constitution des États-Unis. Les 40 signataires ont signé un document écrit. Donc ça, c'est déjà là. C'est pas la Magna Carta de la Grande-Bretagne qui était connue et reconnue de mémoire. C'était pas ça, là. Donc, tout ça pour te dire que on s'en va vers quelque chose, encore une fois, qui sort de l'ordinaire. Encore une fois. Est-ce que c'est majeur? Oui. Est-ce que ça va avoir une influence sur nous? Oui et non. Est-ce que ça va avoir une influence sur notre économie? Oui et non. Parce qu'on a toujours fait de la business avec les États-Unis. Toujours. Et on fera toujours de la business avec les États-Unis. C'est tout. J'ai un client dernièrement, Inodal, qui vient d'avoir son accréditation pour un produit qui combat la listeria aux États-Unis de Food and Drug Administration. Big time. Big time. La journée qu'il y a eu la reconnaissance, il y a 31 entreprises américaines qui l'ont appelé pour savoir s'ils pouvaient faire de la business. C'est un peuple de businessmen puis de businesswomen. Ils font de la business aux États-Unis. Puis savez-vous quoi? On fait de la business aux États-Unis. Donc, à un moment donné, le fait de bien comprendre la politique, c'est important. Mais est-ce qu'il va y avoir une... Oui, il y a eu une guerre sur le bois d'œuvre. Oui, mais sous Donald Trump, il y a eu la refonte de l'alliance, du projet avec le Mexique, les États-Unis puis le Canada. Mais tu penses justement que, bon, le Parti républicain en ce moment se cherche beaucoup, mais... Il va se chercher beaucoup. Il va se chercher beaucoup si ça ne fonctionne pas, mais qu'en ce moment, on n'a pas tellement de plateformes. Mais du côté démocrate... On n'en a pas beaucoup plus. Parce que, tu sais, on l'a vu là, au début de la campagne, là, on a eu le premier débat avec Joe Biden, ça a vraiment pas bien été. 27 juin, c'était l'horreur totale. Après ça, on a eu l'attentat contre Donald Trump, puis on a senti une vague d'amour pour Donald Trump. Complètement. Puis j'ai l'impression que les démocrates, sur le coup, il fallait qu'ils trouvent quelque chose pour faire virer ça de bord. Puis c'est à ce moment-là qu'ils ont fait le changement de candidat. Mais... C'est venu par l'argent. C'est venu par l'argent. À un certain moment donné, les grands donneurs d'argent, les grands bailleurs de fonds ont commencé à faire des appels en disant on aurait peut-être un 40 millions qui arriverait, mais il faudrait qu'il y ait des choses qui changent. Parce que le débat... Puis là-dessus, là, je veux bien comprendre, je veux bien qu'on me comprenne. Là. Joe Biden, c'est un des hommes les plus intéressants, les plus intelligents. C'est un homme qui a donné sa vie à la politique américaine. Il a été sénateur du Delaware pendant 40 ans. Il a été vice-président pendant 8 ans, puis il a été président pendant 40 ans, pendant 4 ans. Un dans l'autre, là, il a quand même été au service des États-Unis pendant 50 ans. Donc, il ne faut pas renier ça. C'est juste que là, il était fatigué, il était malade et il a un petit coup de vieux. Là. J'aime pas faire de l'âgisme, mais à un moment donné, il a comme pas compris qu'il avait atteint ses limites et ça a été une catastrophe. D'où le changement. Mais à partir de ce moment-là, moi, je serais très présomptueux de dire que je le voyais venir, mais je savais qu'il allait avoir quelque chose.
Je savais qu'il allait y avoir quelque chose. Je savais pas quoi, mais je savais. Parce que déjà, le comédien, l'acteur Josh Clooney avait levé la main en disant « ça serait intéressant d'eux ». Et là, le 21 juillet, bing, bing, pouf, pif, paf, changement d'avenue. Kamala Harris qui ramasse la candidature. Mais c'est un bon coup, ça, quand Complètement. même. Hein, ouais. Complètement. C'est un bon coup, c'est un coup intéressant. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas eu peur. Parce que Kamala Harris, en 2016, a fait le processus, en 2020, a fait le processus des primaires. Ça, les primaires, c'est un an et demi, 2 ans avant. Au sein même du parti, il y a plusieurs débats. Et Kamala Harris, qui était à l'époque sénatrice de Californie, avait fait les primaires contre Joe Biden. Elle n'avait pas été bonne. Elle n'avait vraiment pas été bonne. Puis moi, je l'aimais parce que je l'avais vue comme procureur général de la Californie. Je l'avais vue comme sénatrice. Comme sénatrice, elle avait passé en questionnement Gorsuch, qui est devenu juge à la Cour suprême des États-Unis, puis elle te l'avait ramassé. Ah, elle l'avait passé dans la hachoir. Là, j'étais là, Colin, c'est le fun. Mais là, elle est arrivée pendant la primaire, elle avait été mauvaise, manque de timing, manque de... Et là, ils l'ont ramenée, elle n'a pas fait d'entrevue pendant une trentaine de jours, une quarantaine de jours, et là, elle est arrivée au débat contre Donald Trump. Tout le monde avait vraiment... Tout le monde se disait, si elle ne perd pas, c'est correct. Non, mais c'était un coup de circuit, là. Et un grand chelem. Un grand chelem total. Total. Et là, et ça, je vous dirais que il y a différentes choses, là. Donald Trump l'a pris de haut. Ah ouais. Il s'était mal préparé, il était fatigué, et en plus, Donald Trump n'écoute pas ses conseillers. Moi, j'ai des clients que je conseille en communication, et lorsqu'ils ne m'écoutent pas, je leur dis, écoutez, vous payez cher pour ne pas m'écouter, bonne fin de journée. Puis c'est un peu ça, là, Donald Trump n'écoute pas ses conseillers. Ce qui fait qu'il a été... Moi, j'avais jamais vu un débat de même de ma vie, là. Puis depuis 1992, j'ai rarement manqué un débat présidentiel américain. Les débats québécois, canadiens, même municipaux, j'en ai rarement manqué. J'en ai vu des plates. T'en as vu des plates, des très, très plates, des très, 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 très plates. Oui. Mais celui-là, tabarouette. Le premier 15 minutes, quand il parlait d'économie, c'était voir aux yeux. Tu disais, mais à un moment donné, elle s'est mise à y frapper dans la face, là. Hey, elle a droppé les gants, bang, 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 bang. Sur l'avortement, ça n'en était même pas drôle. Ça n'en était même pas drôle. D'ailleurs, ça, c'est un élément important, Alexandre, que je veux te parler, c'est qu'il y a quelque chose qui est non tangible dans l'élection, c'est tout le fait de l'avortement, la reconnaissance de l'avortement ou de la non-avortement. Et ça, bon, juste pour récapituler, en 2022, Donald Trump a nommé 3 juges à la Cour suprême des États-Unis. Ils sont 9. Ils peuvent monter 12, by the way, là. Dans la Constitution, ils peuvent monter 12. Ils sont 9 et il a nommé 3 conservateurs. Et de ces 3 conservateurs-là, il est allé chercher une majorité conservatrice au sein de la Cour suprême des États-Unis. Et la Cour suprême des États-Unis a aboli Roe contre Wade, qui était la reconnaissance de la protection de l'avortement depuis 50 ans. Et là, le free-for-all est pogné par rapport à l'avortement. Et là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que même les femmes républicaines n'apprécient pas tant que ça qu'on légifère au sujet de leur corps. Ben, puis on peut les comprendre. Complètement. Parce qu'il y a encore aujourd'hui, J.D. Vance qui est contre l'avortement. Hey, mon homme, t'as rien à foutre là-dedans, toi. Tais-toi. T'as rien. T'as pas à débattre ni d'Ève ni d'Adam sur ce débat-là. Mais il y a des États aux États-Unis, au jour d'aujourd'hui, là, il y a 16 États aux États-Unis que c'est illégal d'avorter. Et s'il y a un médecin qui avorte la femme, le médecin peut faire 5 ans de prison. 2024. Donc ça, c'est un élément de l'élection. On en parle de temps en temps. Mais moi, il y a un côté élection, il y a un côté femme, un côté vote féminin. Je suis persuadé qu'il va y avoir une incidence. Persuadé qu'il va y avoir une incidence. Que ce soit une femme candidate ou un homme candidat, peu importe, mais que le Parti démocrate soit beaucoup plus ouvert à l'avortement. On n'en est pas là. Puis pourtant, là, Donald Trump a été pro-avortement toute sa vie. Toute sa vie.
Mais, donc, et ça, c'est un élément important que je veux que les gens se souviennent que, oui, les femmes républicaines se sont inscrites sur la liste électorale. Oui, elles veulent peut-être voter pour Donald Trump, mais il y a un questionnement majeur en ce moment sur l'avortement ou contre l'avortement ou pour l'avortement. Mais même au Canada, tu sais, Oui. quand les conservateurs ici ont ramené ça, là, on pense à Andrew Scheer. Andrew Scheer, là, c'était... il est mort à la seconde où il en a parlé au Québec. Mm-hmm. D'ailleurs, le Parti conservateur du Canada, faites certaines recherches et vous allez voir qu'il y a une masse importante, un nombre important de députés conservateurs en 2024 qui sont contre l'avortement. Ce qui n'a aucun lien avec le Québec. Non, ce qui n'a aucun lien avec le Québec. Et puis c'est souvent des gens des prairies, là. Complètement. Mais ça aussi, c'est pour eux, c'est difficile de se promener autour de ça, là. Puis aussi tous les groupes religieux qui sont derrière eux, qui veulent avoir une partie dans ce débat-là. Ils sont toujours pris entre deux chaises, là, parce qu'ils ne veulent pas déplaire aux gens qui les supportent, mais en même temps, s'ils veulent des nouveaux voteurs, ben ils n'en auront pas. Ils n'en auront pas avec ce discours-là. Fait que... le Parti conservateur au Québec, en ce moment, il y a eu l'élection partielle dans la Salle-et-Mort lundi. Le Parti conservateur n'a pas scoré fort. Non. Oui, il y a des élus conservateurs au Québec. Puis les élus conservateurs au Québec ont bien beau nous dire « Oui, mais nous, on pense pas ça. » Oui, mais ton parti le pense pas pire. Ceci étant dit, je veux revenir, Alexandre, sur les pouvoirs et les contre-pouvoirs aux États-Unis. Ouais. Il y a quelque chose d'important que les gens... Je fais juste leur expliquer. Là. Il y a la Chambre, il y a le Congrès, donc la Chambre des représentants et le Sénat, qui peuvent prendre, eux, des décisions. Il y a la présidence, qui peut prendre, elle, des décisions, et la Cour suprême des États-Unis. Et les trois éléments peuvent se bloquer un l'autre. Ce qui fait que c'est le check and balance, pouvoir contre pouvoir. La Cour suprême des États-Unis est conservatrice, très fortement conservatrice. La présidence, c'est la présidence démocrate de Joe Biden. La Chambre des représentants est républicaine et le Sénat est démocrate. Donc, un peut bloquer l'autre tout le temps. Ouais. Et je donne souvent l'exemple de Franklin Delano Roosevelt. Il a fait 4 mandats. C'est d'ailleurs le seul qui a fait 4 élections, 3 mandats et demi. Lors de la première élection, il est rentré avec la promesse du New Deal. On était en pleine crise économique de 1929, 30, 31, 35. Il n'y avait pas une scène qui bougeait et tout. Et Delano Roosevelt instiguait une réglementation, une loi, un programme et tout. Et 6 mois plus tard, la Cour suprême bloquait. Et là, Delano Roosevelt a fait le commentaire en disant « N'oubliez pas que vous êtes 9, mais je pourrais en nommer jusqu'à 12. Donc, faites très attention. Et là, la Cour suprême s'est amoindrie, ou en tout cas, elle a raffiné son message un peu plus. Mais ceci étant dit, c'est ça, c'est que les 3 grands piliers, puis là, on parle aussi des journalistes, mais qui ne sont pas élus, mais les 3 grands piliers peuvent s'auto-gérer ou gérer la décision de... C'est tout. C'est important, et ça, on ne vit pas ça au Québec, on ne vit pas ça au Canada. Ouais. Au Canada, c'est du parlementarisme britannique. Oui, le juridique est important, mais c'est quand même la prise de décision du parlementarisme qui est importante. Dans cette élection-là, oui, on parle beaucoup des 2 candidats, mais pour les Américains, c'est quoi les enjeux de cette élection-là? On a parlé tout à l'heure de l'avortement. Ouais. On a parlé aussi d'économie. L'économie. Il y a certaines parties des États-Unis où l'économie est beaucoup plus difficile. Et il y a l'immigration. Il y a l'immigration qui vient du Sud. On en entend parler tous les jours. On entend parler tant du côté démocrate que du côté républicain. Eux trouvent que c'est une problématique. C'est une problématique majeure en lien avec les frontières, en lien avec l'économie telle quelle. Mais il y a eu des études qui ont été présentées disant que tous les immigrants illégaux, si on les enlevait de l'économie américaine en aurait pour moins de 12 heures à être fonctionnelle. Ah ouais, hein? 12 heures.
Tout ce qui s'appelle les métiers de service, les métiers d'usine, tout ce qui ce sont tous Une des choses qui est intéressante et importante à bien comprendre, c'est que lorsqu'on est un illégaux et que la femme, le couple, prenons un exemple, le couple vient du Sud, traverse de manière illégale aux États-Unis, le monsieur se trouve une job, la madame se trouve une job, elle tombe enceinte, l'enfant devient américain automatiquement. L'enfant est américain. Donc, le processus pour devenir américain des parents s'enclenche à ce moment-là. Donc, je vais bien comprendre qu'on appelle ça, c'est une citoyenneté par territoire. On devient américain. Donc, il y a l'immigration, on va en entendre parler. Puis oui, il y a une problématique par rapport à l'immigration. Il y a une problématique par rapport à la capacité d'absorber, d'intégrer l'immigration économiquement. Il y a un petit côté un peu xénophobe dans certaines parties des États-Unis aussi. Il faut bien comprendre qu'il y a encore le Ku Klux Klan dans certaines parties des États-Unis. Il y a encore certaines parties des États-Unis où il y a beaucoup de profilage ethnique. Les policiers, il y a 4 ans, il y a un Afro-Américain qui est mort, on a mis son genou dans la gorge d'un Afro-Américain, et ce, devant à peu près 8 caméras différentes. C'est aussi les États-Unis, ça. C'est aussi encore les États-Unis. Donc, il y a ça, il y a l'économie. L'économie, je vous dirais que, bon, là, ils ont baissé le taux, la Fed a baissé son taux d'imposition hier. C'est intéressant, mais c'est pas tout le monde qui est sur la même lancée économique aux États-Unis. Nonobstant le fait que le taux de chômage est correct, nonobstant, il y a beaucoup de gens qui ont perdu au change. Et là, Donald Trump est capable de leur parler. Il est capable de se faire entendre de ces gens-là. Des gens qui viennent de la production de charbon, des gens qui viennent de la production pétrolière et tout ça, se sentent un peu... c'est ça. Il y a surtout ça, un des enjeux, c'est que un bon nombre d'Américains se sentent loin, très loin de Washington. Et ça, il y en a aussi au Québec, il y en a aussi au Canada, où ils ne comprennent pas, où ils trouvent que les élus, hommes ou femmes, ne comprennent à peu près pas ce qui se passe sur le terrain. Et ça, il y a une grande... Et aux États-Unis, ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que si c'est un scientifique qui le dit, si c'est un spécialiste qui le dit, ben, il y a eu un petit quelque chose de complotiste pendant la pandémie, ben, on est capable de plus que questionner, là. Et sans compter, un des éléments que nous, on trouve complètement particulier à chaque fois, c'est toutes les armes à feu, la gestion des armes à feu aux États-Unis. C'est fou comme braque, là. C'est fou comme braque, mais c'est le 2e amendement des États-Unis. Le 2e amendement de la Constitution américaine dit que toute personne a le droit de se défendre face à l'oppresseur. Mais lorsque ça a été écrit, c'est en 1887. En 1887, c'était des fusils à poudre noire. Donc, lorsqu'on allait en guerre et qu'on voulait tirer sur quelqu'un, ça prenait 1 minute et demie à charger et à tirer quelqu'un. Au jour d'aujourd'hui, en 1 minute, on peut recevoir 3000 balles d'en face, là, en tout cas. Donc, tout ça pour te dire que c'est le 2e amendement. Et ça, en allant, les gens qui vont nous écouter, qui vont nous voir, la première fois que tu vas dans un État du sud des États-Unis et que tu te rends compte que le monsieur qui attend à la caisse pour payer a un gun à sa ceinture, nous, Québécois, Canadiens, pourtant on va à la chasse, là. Oui. Pourtant, on va au petit gibier, on va à perdrix avec un 12. Mais quand on se rend compte que le monsieur là, prend son argent, puis il lève le veston, puis que tu vois le gun à sa ceinture pour la première fois de ta vie, ça fige son homme, là. Mais tu sais, tu vas au dépanneur aux États-Unis, puis il y a des guns. Il y a des guns à vendre. Il y a des guns à vendre. C'est un autre monde. C'est le pays où il y a plus de guns que de monde. Ouais. Et il y a une tuerie à tous les jours. À tous les jours. On n'entend pas parler, mais il y a une tuerie à tous les jours. Ah oui. Mais il y en a qui ne voient pas le lien, là. Non. Ah non. Puis d'ailleurs, du côté du Parti républicain, mais principalement du côté du parti de Donald Trump. J'aime mieux dire que c'est le parti de Donald Trump. Les gens disent, ouais, mais là, les gens qui rentrent avec un gun puis une mitraillette dans une école, ouais, mais on va armer les gens de l'école. Parce que qui se défend le mieux contre un gars armé qu'un gars armé?
Ouais, c'est particulier comme vision. Mais ça c'est quelque chose que toi et moi, que nous, on peut pas comprendre. Là. On peut pas comprendre en disant, ben, voyons donc. C'est tellement loin de nous autres. Ah, c'est loin. Mais de notre côté, je le dis, c'est un pays qui a fait une guerre pour devenir indépendant. Mm-hmm. Nous, on a eu 2 référendums au Québec. Puis on a perdu les 2, ouais, puis on a dit, bon, ben, ouais. Imaginez-vous, là, il y a des gens qui ont fait une guerre pour devenir indépendants. Donc ça marque une société, ça marque. Puis c'est un pays qui a gagné les 2 guerres, les 2 grandes guerres mondiales aussi, là. La Russie, l'Union soviétique a gagné avec les États-Unis la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. On parle des Alliés, on se calme, là. Bon. Mais c'est ça, là. C'est ça. Puis pourtant, il y a des gens qui sont anti-armes totalement aux États-Unis. Moi, j'ai croisé des gens, là, que jamais une arme est rentrée chez eux. Jamais. Mais c'est pas la société qu'on connaît, c'est pas... Ça fait partie des choses qu'on a de la misère à comprendre par rapport aux États-Unis. Et ça, c'est toujours sous-jacent. C'est toujours sous-jacent. Et on parlait de l'avortement. On parle aussi de la reconnaissance des couples de même sexe. Ah ouais, dans bien des États, il commence à y avoir une espèce de questionnement sur l'acceptation, la législation par rapport à l'homosexualité, par rapport... Pourquoi? Mais parce que la Cour suprême des États-Unis a une tangente à droite, une tangente très à droite. Ceci étant dit, on a parlé tout à l'heure, bon nombre de grandes religions américaines, principalement les religions chrétiennes, appuient Donald Trump. Ben voyons donc. Il s'est divorcé 3 fois, il a eu des enfants avec plusieurs dames. Vous qui êtes plus droit que le pape, vous votez. Oui, mais il a nommé 3 juges à la Cour suprême des États-Unis. Il y a quelque chose là, on était capable de faire ce qu'on voulait avec lui. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est la passe. C'est ça. Une des choses que je veux compléter peut-être une information, aux États-Unis, contrairement au Québec, on donne 100$. Dans une campagne de financement, on a un maximum de 100$. Aux États-Unis, il y a eu une décision de la Cour suprême des États-Unis il y a 25 ou 30 ans disant que tu peux donner comme tu veux. La seule condition, c'est qu'on le sache. Donc, tu peux donner 100 millions à une campagne électorale. La seule chose, c'est que tout le monde va savoir que tu as donné 100 millions. D'où l'organisation souvent de comités, des tasks, des comités spéciaux qui accompagnent les candidats. Donc, on ramasse des centaines et des centaines et des centaines de millions. Elon Musk, qui a donné plusieurs millions à la campagne de Donald Trump. Bloomberg, l'ancien maire de New York, qui est propriétaire de Bloomberg Media, qui donne toujours entre 50 et 100 millions de dollars à une campagne électorale présidentielle. Ça, on a le droit de donner ce qu'on veut, mais il faut que ça se sache. C'est tout. C'est la seule condition. Encore là, c'est quelque chose qui est un peu plus loin de notre feeling face à l'élection. Ben, tu sais, clairement qu'après ça, ça peut influencer les décisions, là. Tu sais, c'est là pour ça. C'est là pour ça. C'est là pour ça. Puis un élu, la ligne de parti comme on la connaît au Québec, aux États-Unis, c'est loin de ça, là. Un élu peut voter contre son parti. Puis il n'y a pas d'enjeu, là. Il y a le sénateur Machin, le sénateur Machin, qui est un démocrate qui souvent faisait le fait que c'était lui qui faisait la majorité du Sénat, a voté 50% du temps contre le Parti démocrate. Et c'est pas inhabituel et ça peut taper sur le chou, là, ça peut taper ses nerfs des organisateurs, mais ils le mettront pas dehors. Au Québec, tout dernièrement, il y a un député qui a dit que son parti n'était pas très bon, puis ça a pris moins de 24 heures, il a démissionné, parce que sinon, on l'aurait démissionné. Bon. Mais donc, c'est ça, la politique américaine aussi, c'est que tu y vas selon... Tu peux appuyer des réglementations en lien avec l'argent que tu as reçu, puis tu peux y aller selon ce que tu penses, puis la ligne de parti, elle est présente, mais si tu en viens à la conclusion que non, ton parti, tu votes contre ton parti, puis c'est tout. Peut-être que tu vas avoir des conséquences, assurément, mais ils te mettront pas dehors. Qu'est-ce qui reste à cette campagne-là dans les affaires un peu plus importantes? T'sais, on sait que Donald Trump a dit qu'il ne participera pas à un 3e débat. Donc,
qu'est-ce qui reste là, d'ici le 5 novembre pour les deux candidats, les deux partis, Oui. pour se rendre jusque-là? Pour se rendre jusque-là. Donc là, on est à la mi-septembre. Il reste un débat de vice-président. OK. Et ça, j'ai vraiment hâte de voir ça parce que J.D. Vance, Bob Woodward, qui est à l'origine du Watergate avec Carl Bernstein, Bob Woodward, qui est encore un journaliste en fonction en 2024, dit de J.D. Vance qu'il donne des cadeaux à tous les jours. Il donne des cadeaux aux journalistes à tous les jours parce qu'il dit n'importe quoi. Il dit n'importe quoi, et les journalistes capotent bien raide parce que là, ils font juste tendre les micros, puis ils disent, bon, quelle sorte de choses qu'il va me dire aujourd'hui. Donc, il y a J.D. Vance contre Tim Walz, qui était le colistier de... Le colistier, c'est quoi au juste? Le colistier, c'est un pot de fleurs. C'est un pot de fleurs. Il y a certains vice-présidents qui ont travaillé avec le président, d'autres qui n'ont jamais travaillé avec le président. Ils ont certaines fonctions honorifiques, mais c'est aussi le président du Congrès, le président du Sénat. Et advenant le cas que le président ne soit pas capable d'être en fonction, c'est lui ou elle qui le remplace. Il y a des vice-présidents qui ont été très, très forts. Là, Dick Cheney. Joe Biden, à l'époque de Barack Obama, a été d'un aide. Barack Obama, il avait 2 ans d'ancienneté au Sénat. Là. Bon, il a été d'un aide assez important. Mike Pence a été à peu près transparent. Harry Truman avec Delano Roosevelt n'était même pas au rang d'aucun dossier. C'est des pots de fleurs. C'est des pots de fleurs ou des... Il y a le débat des pots de fleurs. Il y a le débat des vice-présidents, des candidats à la vice-présidence, mais il va y avoir un espèce de build-up, de construction où jusqu'à 1 mois avant l'élection, ils vont se promener à travers les États-Unis, principalement dans les États à les chercher. Donc, je vous donne un exemple. Kamala Harris va faire un petit voyage ou 2 en Californie, mais il n'ira pas tant que ça. Elle va aller en Pennsylvanie, elle va aller au Wisconsin, elle va aller... Et là, il va y avoir beaucoup, beaucoup d'argent en publicité. Mais pour ce qui en est d'avoir un événement X, Y, Z, il n'y en aura plus. Il va y avoir une campagne forte, très, 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 très forte. Sur le terrain. Sur le terrain. Campagne Puis d'ailleurs, ça, c'est une des choses que j'en reviens pas. Donald Trump a commencé à dire que s'il perd les élections du 5 novembre, c'est parce que les élections vont être truquées. Ouais. C'est particulier, cela. C'est vraiment particulier. Donc, il va y avoir la journée d'élection. Il y a déjà du vote par correspondance qui est commencé dans certains États. Il va y avoir la journée d'élection le 5 novembre. Le 5 novembre, il n'y a pas grand-chose qui se passe, là. Donc, on va voir les candidats aller voter. On va voir Kamala Harris qui va aller voter en Californie avec son chum. On va voir, et ainsi de suite. Pendant la journée, il va y avoir des caméras partout qui vont nous dire il va y avoir une file d'attente là, il va y avoir une file d'attente là. Il y a eu une problématique dans les heures d'ouverture de tel bureau et tout, et tout, et tout. Il va y avoir la soirée d'élection. Soirée d'élection, regardez-la sur au moins 2 ou 3 réseaux différents. Je vous dis, regardez-la sur 2 ou 3 réseaux différents. Essayez d'aller sur Fox, CNN, ABC, peut-être du côté francophone. Essayez d'avoir une vue d'ensemble, mais est-ce qu'on va savoir le soir même? Non. On ne saura pas le soir même, on va savoir quelques jours plus tard qui sera le président des États-Unis. Est-ce que, je fais un pronostic, moi ce que je vous dis, c'est qu'on en a parlé tout à l'heure, le grand move ou le grand changement de Kamala Harris a changé complètement les perspectives, là, complètement. Puis le débat qu'elle a gagné haut la main, ça aussi. Pour le reste, est-ce qu'ils vont être capables de gérer la situation? Je peux pas, ma boule de cristal n'est pas assez forte pour ça. Mais ça risque, comme tu dis, qu'on le sache plusieurs jours plus tard, là, parce que ça risque d'être serré comme complètement. En 2000, il y a eu une élection qui a été décidée par la Cour suprême des États-Unis entre W. Bush puis Al Gore. Malgré le fait qu'Al Gore avait plus d'1 million de votes de plus que W. Bush. Puis l'élection a pris 3 mois. C'est vrai, ça. Donc, encore là, on parlait tout à l'heure de la Constitution des États-Unis qui a été malmenée. Pas si longtemps que ça, là. C'est la Cour suprême des États-Unis qui a décidé qui serait le président. C'est quelque chose, là. C'est de mettre beaucoup de pouvoir sur le dos de 9 hommes ou femmes. Ça pourrait-tu se reproduire? Complètement. Fait que dans le fond, disons là, que, bon,
on se retrouve dans une situation comme celle-là où Harris passe, puis que Donald Trump, bon, c'est truqué, décide d'aller devant la Cour suprême avec les juges qu'il a nommés, non? Oui, ça peut faire ça. OK. À l'époque, en 2000, c'était pas tant c'était sur des technicalités de vote. Je comprends. C'était principalement en Floride où il y a du vote par poinçon. Ça n'a pas de bon sens, là. Ça n'a pas de bon sens. Imagine le nombre. Oui, c'est ça, avec le nombre. Puis là, il regardait si le poinçon était... Ah, oui, je pense que... Regarde, bon, c'est ça. C'était sur les technicalités. Parce que en 2020, Donald Trump a perdu une trentaine de procès ou de non-procès en lien avec une élection qu'il a dit avoir été volée. Mais ça ne s'est pas rendu à la Cour suprême parce que là, il n'y avait pas de cause. Il n'y avait pas de cause. Mais en 2000, il y avait une cause parce qu'il y avait une problématique technique en lien avec le vote. C'est tout. Puis c'était l'État de la Floride. Il y a 50 États aux États-Unis. Il y a eu une problématique en Floride. Puis à cause de ça, la Cour suprême des États-Unis a décidé... C'est quelque chose. C'est live, là. C'est live, solidement live. Mais c'est les États-Unis. Puis ils ont réussi à rester un pays uni, un pays fort, un pays qu'on aime puis qu'on déteste en même temps. Là. Ben oui, absolument. On les aime d'amour, puis ça nous tente pas des fois, là, mais vraiment pas. Mais on va traverser à la douane. D'ailleurs, c'est un des éléments que je dis souvent, là, c'est la plus grande frontière non protégée au monde, entre deux pays. Là. Oui, c'est vrai. Le 45e parallèle, là, c'est la plus longue frontière non protégée. Si on compare avec l'Europe, mais l'Europe unie, c'est quand même l'Europe unie. Mais là, nous, c'est deux pays. Puis, d'ailleurs, il y a certains postes de frontières où ils ferment à 7 heures le soir. Quand tu traverses, il faut que tu écrives Alexandre Bellemare, je suis revenu à 21h15, puis tu mets... Il faut que tu écrives ça sur une tablette en revenant, là. J'habite à Stansted et je suis revenu à 21h15. Ça, on est deux pays, là. Ça n'a pas de bon sens. Mais c'est correct. C'est correct. C'est correct. Puis, donc, mais c'est pour ça qu'on les aime puis on les haït en même temps. C'est pour ça. Merci, Jimmy, de nous avoir apporté tes lumières sur cette campagne électorale-là. Et bien sûr, on sera arrivé à nos écrans le 5 novembre, même si le résultat viendra un petit peu plus tard. C'est fort intéressant, pareil. Puis tout le système de tableau avec l'information de CNN, ABC, NBC, c'est extraordinaire de voir l'élection comme ça. Mais non, on n'aura pas de résultat le soir même. Si on a le résultat le soir même, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose, là. Merci à vous de nous avoir écoutés dans ce balado lévisienne hors série sur les élections américaines. On veut remercier aussi le groupe Garneau là, de nous prêter encore une fois cette super belle salle. Là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut! Yes, c'est fait!